D'une façon ou d'une autre, le diabète concerne toutes les familles à travers le monde et le soutien familial est un élément indispensable pour les personnes atteintes du diabète, l'un des plus grands fléaux de ce 21e siècle qui fait encore plus de victimes. 425 millions de personnes atteintes, dont la plupart souffrent du type 2. Le diabète n'est pourtant pas une maladie qui peut être facilement combattue seule et les études montrent que les personnes atteintes du diabète qui bénéficient d'un soutien familial et social ont davantage de chances d'y parvenir. D'ailleurs, les Journées mondiales du diabète 2018 et 2019 ont mis un point d'orgue sur la famille et le diabète. Objectif, promouvoir les soins, la prévention et l'éducation du diabète, mais existe-t-il des programmes d'éducation au diabète pour les membres des familles de diabétiques? Quel doit être le rôle de la famille auprès d'un diabétique pour une bonne prise en charge? Nous en parlons à ce numéro d'Hebdo Santé avec nos invités. Docteur Miei Ange, vous êtes un médecin formateur à la Caisse nationale d'assurance maladie et membre de l'ONG volontaire engagée pour la promotion de la santé. Bienvenue à Hebdo Santé. Merci. À côté de vous, docteur Tano Marcel Aka, DES d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Bienvenue, docteur. Bonjour et merci. Alors, on nous dit comme ça qu'il y a plusieurs types de diabète. Oui. Alors, quels sont ces différents types de diabète? Bon, le plus classique, c'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Maintenant, à côté de ces deux formes de diabète, on a aussi le diabète gestationnel qui concerne les femmes enceintes, soit en début de grossesse ou pendant la grossesse. Et on a aussi des diabètes dits secondaires, qui sont secondaires à certaines infections, qui sont secondaires à certains médicaments qu'on prend comme les corticoïdes, ceux qui se dépigmentent la peau sur une longue période, ou secondaires à des maladies immunologiques, tout ça. Donc les plus répandus, c'est le type 1 et le type 2. Le type 1 et le type 2. Voilà. Alors quels sont les signes d'alerte de ces deux types qui sont les plus répandus? Bon, les signes d'alerte, déjà, il faut savoir que dans le diabète en général, on parle de diabète sucré, hein, parce qu'il existe aussi un autre type de diabète qu'on appelle diabète insipide. Donc ici, dans le diabète sucré, les signes qu'on remarque le plus souvent qu'on demande aux patients de rechercher, c'est le fait que le patient urine beaucoup, surtout les nuits, ou est-ce que le patient boit beaucoup d'eau parce qu'il a beaucoup uriné, donc le patient sera amené à boire beaucoup d'eau, et on va constater que le patient maigrit malgré qu'il mange beaucoup. Donc ça, c'est les signes cardinaux chez nous. Et associé à ça, il y a aussi un amaigrissement. Une fatigue, une asthénie qui va s'installer aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les signes cardinaux. Et ça, c'est plus dans le diabète de type 1. D'accord. C'est plus dans le diabète de type 1. Il faut dire aussi que le diabète de type 1 est plus fréquent chez des personnes âgées de moins de 35 ans, chez les plus jeunes. Voilà. C'est eux qui ont le plus ce genre de signes, les signes qui sont cités. Et parlons de diabète de type 2. Le diabète de type 2, il faut dire qu'au moment où on le dépiste, c'est plus souvent lors des complications. Il n'a pas trop de signes, lui, il n'a pas trop de signes d'alerte. Oui, il n'a pas trop de signes d'alerte. Le plus souvent asymptomatique. Le plus souvent, c'est lié à un état d'obésité, par exemple. Et vous avez parlé de diabète sucré et d'un autre type de diabète, le diabète sucré. Insipide. Insipide, d'accord. Alors, docteur Miei, au niveau de votre organisation, est-ce que vous vous attaquez à ces deux types de diabète les plus répandus? D'accord. Au niveau de l'ONG VEPS, on lutte pour la prévention, notamment la prévention primaire. Donc, on va agir sur la sensibilisation et le dépistage de pathologies chroniques. Le diabète étant une pathologie chronique, donc nous avons axé notre lutte sur le diabète. Et sans discrimination des différentes formes de diabète. Toutefois qu'il s'agit du diabète, nous allons mener une action sur le diabète. Dites-moi, docteur Tano, comment une personne peut se savoir diabétique, que ce soit du type 1 ou du type 2? Simplement par le dépistage. On fait un examen biologique, soit par la glycémie veineuse, on prélève au niveau des veines, on va au laboratoire, ou par ce qu'on appelle la glycémie capillaire à l'aide d'un lecteur de glycémie qui est là. Que vous avez
D'accord. On se pique avec un lecteur, on a des bandelettes là, on se pique, on introduit, au bout de quelques secondes, on a notre résultat. On se pique le bout du doigt, le bout du doigt, on introduit ce qu'on appelle un lecteur. C'est là, oui. On met une goutte de sang dessus, on introduit dans le lecteur des glycémies et au bout de quelques secondes, on a le résultat. Donc je peux le faire maintenant. Oui. D'accord, ce sera donc juste après l'émission. D'accord, ok. Alors dites-moi, le taux de glycémie normale, c'est lequel? Le taux de glycémie normal, il est compris entre 0,70 grammes par litre et 1,10 grammes par litre. D'accord. Taux de glycémie normal. Le taux de glycémie normal. Ouais. Ok. Alors, je voulais dire, nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais est-ce que les populations savent qu'il existe un examen? Cet examen, on appelle la glycémie. La glycémie. Alors, est-ce que les populations savent qu'il y a un examen appelé glycémie pour détecter le diabète? Ce n'est vraiment pas toujours évident et vous allez le voir dans ce reportage. Comme toute maladie, je me suis dit que bon, le diabète, souvent, on me dit que bon, quand c'est dans une famille, c'est héréditaire, quoi. Donc moi, comme je me dis, dans ma famille, côté de ma mère comme de mon père, personne n'est diabétique. Donc je ne me suis jamais intéressé à ça. Il faut qu'on y pense, il faut que quelqu'un vous parle de ces choses-là, comme vous êtes en train de faire en ce moment. On a peut-être la maladie, mais on ne peut pas le savoir si on n'est pas allé le faire. Le diabète, je ne le ressens pas. Comment je vais aller? C'est pas pareil. Il faut que vous, les docteurs, vous, comme vous autres là, vous nous sensibilisez. Vous mettez l'accent sur ce qu'on appelle le diabète. Pour qu'on prenne conscience de la chose. Je connais des gens qui ont déjà fait, mais ils m'ont dit d'aller faire. J'ai dit non, moi je ne veux pas faire. Je préfère ne pas savoir que... Après, tu vas savoir que tu as le diabète et puis tu ne peux plus vivre. Comme tu vis, actuellement, moi, je me dis, il n'y a pas de diabète, donc je vis tranquillement. Je le fais constamment parce que je suis diabétique. Depuis 2006. Donc, constamment, je fais. J'ai des appareils pour me faire des contrôles même à la maison. Parce que je respecte mon régime et je prends mes médicaments aussi de façon normale. Je fais souvent quand je suis malade, quand il m'en va à l'hôpital, on me propose de faire ça. Et puis je fais ça, sort correct, rien. Je le fais pour me protéger. Docteur Tano, dites-moi, quel âge une personne doit faire la glycémie? La glycémie, on peut faire la glycémie à tout âge. On peut faire la glycémie à tout âge. En fonction des signes d'alerte qu'on aura, comme les signes qu'il a déjà cités, les signes cardinaux qu'il a cités, la polyurie, la polydipsie, l'amaigrissement, la polyphagie, manger beaucoup aussi, et puis l'asthénie, la fatigue, on peut penser à faire la glycémie. Et même si on n'observe pas, je veux dire, si on n'observe pas toutes, je veux dire, ces signes, tous ces signes, on peut quand même aller faire la glycémie. Et c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. Faire la glycémie. Par contre, il y a certaines personnes, par exemple, ces personnes-là qui dans les familles ont déjà des diabétiques, eux déjà, ils peuvent déjà penser à le faire. Ils sont déjà prédisposés à la maladie. Prédisposés, bon, on peut dire, bon, il y a certaines personnes aussi qui sont en surpoids, qui sont obèses, à eux aussi de faire attention, d'aller contrôler la glycémie. Chez les femmes aussi. On le fait combien de fois déjà dans l'année, le contrôle de la glycémie? Bon, peut-être si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez le faire au moins une fois dans l'année, c'est bon. D'accord. Ça ne coûte rien. Et si on a des, comme on dit, des antécédents, dans la famille, on a quelqu'un qui a déjà le diabète, on peut le faire chaque 3 mois, régulièrement? Oui, on peut le faire. Alors cela m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a un facteur hérédité dans le diabète? Oui, plus dans le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui se retrouve le plus souvent dans la famille, chez le frère, chez le père, chez l'oncle. Docteur Nieyou m'avait dit tout à l'heure que vous mettez l'accent sur la prévention. Est-ce que dans vos actions, vous sensibilisez la population au dépistage? Si. On fait d'abord la sensibilisation, on éduque la population pour avoir une connaissance pointue sur la santé, notamment comment reconnaître les signes cardinaux du diabète, comment également savoir si un patient fait une complication du diabète, et également inciter les populations à avoir des attitudes et des pratiques pour pouvoir préserver leur santé, notamment avoir une alimentation saine et équilibrée, et également avoir une activité physique à raison d'une marche de 30 minutes par jour.
En dehors de ça, nous faisons maintenant le dépistage. Et le dépistage, nous avons ciblé des personnes à risque, notamment les patients âgés de plus de 45 ans, et les patients qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires, des patients également qui ont des diabétiques au sein de leur famille, des femmes qui ont enfanté des macrosomes. Les macrosomes, ce sont des enfants dont le poids est supérieur à 4 grammes pour l'enfant de sexe masculin et de 3,8 grammes pour l'enfant de sexe féminin. Donc nous faisons ce dépistage sur ce type de personnes à risque. D'accord. Et vous, ces genres d'activités, vous les avez déjà menées, hein? Nous avons mené cette activité-là récemment à la pairie du district d'Abidjan, où nous avons dépisté 118 personnes, dont 60 femmes et 58 hommes. Voilà. Nous avons diagnostiqué l'hypertension artérielle chez 9 personnes et également le diabète chez 1 personne et 5 personnes qui présentaient une hyperglycémie et 4 personnes une hypoglycémie. Donc on entrevoit mener ce genre d'activité au marché Gouro d'Adjamé. Donc nous sommes pour parler avec les responsables. Allez, assez rapidement, hypoglycémie, hyperglycémie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'accord. La valeur normale de la glycémie est comprise entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. Donc lorsque nous sommes en deçà de 0,7 g par litre, nous sommes en hypoglycémie. Et lorsque nous sommes au-delà de 1,2 g par litre, nous sommes en hyperglycémie. Alors, une fois que le diagnostic est établi, docteur Tano Marcel Aka, oui, quelles sont les étapes de la prise en charge? D'abord, dès que le diagnostic est établi, déjà, il faut déjà penser à mettre en route un traitement. Que ça passe par les mesures hygiéno-diététiques, par l'éducation du malade, pour connaître les signes de sa maladie, les complications, et puis comment traiter sa maladie. Et puis, il y a les médicaments à apporter. Et on fait aussi le bilan des complications éventuelles que le patient a pu développer au cours de ces années qui ont précédé le dépistage de son diabète. D'accord. Le traitement, il est tout de suite médicamenteux? Bon, pas forcément, hein, pas forcément tout de suite médicamenteux. On va se baser sur certaines données biologiques pour voir est-ce qu'il faut passer directement à l'insuline, est-ce qu'il faut mettre un traitement médicamenteux, est-ce que si le patient, s'il est dans un prédiabète, est-ce qu'il faut penser à commencer par des mesures hygiéno-diététiques d'abord, le sport, une alimentation équilibrée. Ok, ça c'est à l'appréciation du médecin qui aura en charge de ce patient-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que aussi, après avoir mis le patient sur traitement, il faut le suivre. Il faut que le patient se suive lui-même, donc par l'autosurveillance à la maison. Donc le patient, s'il a un lecteur de glycémie, tant mieux, il pourra suivre ses glycémies. En fonction de ça, appeler son médecin et venir voir son médecin pour adapter son traitement. Oui, et aussi, il y a le suivi médical qui se fait généralement chaque 3 mois. En dehors peut-être de complications éventuelles, chaque 3 mois on se voit. Et puis chaque année pour faire les bilans pour les yeux, pour le rein, puisque ce sont des organes que le diabète attaque le plus souvent. Alors, docteur Niei, le diabète, c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie qu'on a donc à vie. Est-ce qu'à côté de ce suivi médical, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un soutien, je veux dire un soutien familial, ne serait pas indispensable? Si le diabète étant une maladie non transmissible, il y a déjà un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles qui existe en Côte d'Ivoire. Et je salue au passage nos éminents professeurs qui mènent à la réduction du diabète en Côte d'Ivoire. Donc les familles doivent s'investir davantage dans le suivi des patients. Aujourd'hui, l'insulinothérapie, le fait de faire des injections à répétition, le patient en a marre. Donc par moment, il oublie de suivre son traitement. Donc le parent doit toujours suivre le patient pour l'aider à observer normalement son traitement. Et contrairement à certaines maladies transmissibles, on peut vivre avec un diabétique. On peut manger dans la même assiette avec un diabétique. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux. D'accord. C'est pas contagieux. Ok. Et comme on dit ça déjà, et puis il faudrait que la famille déjà comprenne tout ça pour l'acceptation du malade. Effectivement. Nous nous sommes justement donc rendus au domicile de la famille Kwasi, qui nous a d'ailleurs très bien accueillis. Je vous propose de suivre leur exemple de la gestion du diabète en famille. Monsieur Kwasi est diabétique depuis 20 ans. Il est atteint du type 2. Son état de santé est tout de même stable grâce à une prise en charge médicale, mais également au soutien familial. Dès que ça a été découvert, on m'a prescrit 2 médicaments que j'ai pris rapidement. En 3 jours, le médecin m'a revu. Il a enlevé un médicament
Et j'ai pris un médicament pendant très longtemps. Ben, nous vivons ensemble. Je leur ai dit que le médecin m'a dit ce n'est pas une catastrophe dès lors où on suit le traitement. Donc j'ai le soutien de la famille. Finalement, leur contribution, c'est ce que je leur dis. Il faut que vous préparez ceci, vous commandez cela. Et tout le monde suit, il n'y a pas de problème. Sa famille fait face aux défis que lui impose cette maladie. Elle lui apporte un soutien actif. On fait de telle sorte qu'il soit à l'aise, qu'il ne soit pas stressé, parce qu'on sait qu'il est diabétique. Donc on est toujours là auprès de lui, en train de le tatiner, jouer. Il est tout pour nous. Et puis on l'aide aussi dans les tâches de la maison. Par exemple, les matins, quand il veut déjeuner, on lui apporte sa tasse, ses médicaments. Le soutien apporté par la famille est souvent associé de manière positive à une amélioration de l'autogestion avec de meilleurs résultats de santé à la clé. Le médecin m'a dit tu es diabétique, je te soigne et vis. Vie, ça veut dire il ne faut pas marcher en disant je suis diabétique. Dans ma tête, je ne marche pas comme un diabétique, je ne vis pas comme un diabétique. Je veux dire quoi? Je n'y pense pas. Je sais que je dois prendre mes médicaments, je sais que je marche, je sais qu'autour de moi, ça va. Le soutien familial, quel que soit le type de diabète, joue un rôle déterminant en termes d'amélioration des résultats de santé des personnes atteintes de la condition. Donc, Tano, on vient de voir donc l'exemple de la famille Kwasi. Dites-nous à quel point le soutien familial est important pour le malade diabétique. Le point, je pense que c'est très important. Déjà pour le soutien psycho-affectif, parce que quand on vient annoncer à quelqu'un qu'il a un diabète, surtout sur les sujets plus jeunes qui vont encore à l'école, qui sont au lycée ou à l'école primaire, c'est difficile. Donc il faut que la famille soit présente pour l'accompagner à accepter sa maladie, à contrôler sa maladie. Le soutien financier aussi. Et puis dans le volet diététique pour son alimentation, surtout chez les plus jeunes et les plus âgés, au-delà de 70 ans, tout ça, qui ne veut pas être autonome, dire ce qu'il veut manger, préparer ce qu'il veut manger. Eux-mêmes, ils sont dépendants de la famille, tout ça. Mais c'est toujours pas le cas, hein? C'est toujours pas le cas. Est-ce que vous sensibilisez, je veux dire, les malades sur ce point? Oui, chez nous, dans le service d'endocrinologie, métabolisme, nutrition à Yopougon, on a des séances d'éducation qu'on fait avec nos patients et les familles des patients auxquels on explique la maladie, les complications de la maladie, comment faire pour contrôler ces complications. À la maison, appeler le médecin, venir à l'hôpital lors du suivi médical et puis aussi l'hygiène corporelle, tout ça. Parce que dans le diabète, il ne faut pas oublier le volet où on ne sent pas, les neuropathies peuvent faire qu'on ne sent pas les pieds, on peut se blesser un peu partout et puis avoir un pied diabétique, tout ça. Donc on sensibilise dessus. D'accord. Voilà. Puis il faut que les patients fassent ces vaccins, se mettent à jour de ces vaccins aussi. Quels sont ces vaccins? Oh, bon, le plus souvent, c'est le vaccin contre le tétanos, hein, qu'on préconise le plus souvent. Là, pour éviter qu'une blessure se transforme en pied diabétique. Bon, le pied diabétique, il faut prévenir, il faut déjà suivre. Dès qu'il y a une petite plaie, il faut venir à l'hôpital, il ne faut pas laisser traîner. Donc pour ça, il faut suivre, puisque le patient qui se blesse ne sent pas. D'accord. Voilà. Donc, je suis à vous. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ou dans nos pays africains, est-ce qu'il existe des programmes d'éducation justement, comme Dr Tano l'a dit, pour les membres des familles de diabétiques? Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a un programme qui existe en Côte d'Ivoire, qui est le programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Ce programme-là va sensibiliser les populations, éduquer les populations et leurs familles. Donc nous... Je veux dire, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on sent ça? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a effectivement des activités qui sont menées? Les parents des malades se retrouvent à des endroits et puis on leur parle? Si, ça se fait très bien. D'accord. Ça se fait très bien. Et nous, l'ONG VEPS, qui sommes naissants, nous allons prendre attache avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles pour pouvoir les appuyer, les aider à pouvoir éduquer les familles des diabétiques et également sensibiliser les diabétiques au respect de leur alimentation, au respect des exercices physiques recommandés par le médecin.
Donc, vous avez déjà inscrit ça dans vos actions? Oui, ça fait partie de nos prérogatives. D'accord. Alors, vous avez parlé d'alimentation tout à l'heure du diabétique. Qu'est-ce que le diabétique doit manger? Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger? Il y a une hygiène alimentaire. Si, il y a une hygiène alimentaire qui est recommandée. C'est 5 fruits et légumes par jour. Mais je pense que le diabéto est mieux placé pour vous instruire davantage. D'accord. Donc, vous avez la parole, docteur Tano, justement. Bon. Qu'est-ce que le diabétique doit manger? Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger? Déjà, tout ce qui est sucre rapide, comme on le dit, le sucre ordinaire, on doit mettre fin à ça, déjà, pour un patient qui est diabétique. Sauf chez les plus petits. On a besoin de sucrer quand même le café. Il y a une dose. Il y a une dose à observer, à respecter. Bon, on peut dire ça, mais ça va dépendre aussi du taux et puis de l'appréciation du médecin. Maintenant, chez les tout petits, là, on ne peut pas leur interdire totalement de consommer le sucre. On va juste leur donner du sucre et puis adapter les doses d'insuline en fonction du taux de sucre qu'ils auront consommé. Voilà. Maintenant, on privilégie plus les féculents, la banane, des trucs, mais à quantité réduite. Et on met plus l'accent sur les légumes et les fruits. L'accent plus sur les légumes et les fruits. D'accord. Le diabétique peut faire du sport? Si, il peut faire du sport. D'accord. À condition qu'il n'y ait pas d'autres complications cardiovasculaires, tout ça. Sinon, il peut faire du sport. Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes de sport d'endurance, le vélo, la marche, un peu de footing. Et puis, il peut le faire de 3 à 5 fois par semaine. Alors, donc, on le voit là, prise en charge du diabète, le rôle vital de la famille. On a vu l'exemple de la famille Kwasi tout à l'heure. Docteur Miei, qu'est-ce que la famille doit apporter comme soutien? Dans le cas de la famille Kwasi, on a vu sa fille qui disait on fait en sorte qu'il ne soit pas stressé. Alors, quel doit être ce soutien-là que la famille doit apporter aux diabétiques? Le soutien, avant d'être financier, doit être d'abord psycho-affectif. C'est-à-dire, les diabétiques refusent l'acceptation de la maladie. Donc, le parent du diabétique doit faire comprendre au malade de pouvoir accepter cette maladie-là et doit le suivre, l'entraider à pouvoir respecter la thérapie, qui est l'insulinothérapie, respecter normalement les doses d'injection de l'insulinothérapie et également respecter les habitudes alimentaires correctement prescrites par le médecin. Voilà. C'est là le rôle de la famille. C'est ça le rôle de la famille. Qu'est-ce que la famille peut faire d'autre? Bon, le soutien financier, vous savez qu'on est en Afrique, ce n'est pas tout le temps facile pour un jeune qui ne travaille pas, qui est encore élève ou étudiant. Il faudrait que la famille s'implique de manière financière pour payer déjà les médicaments, pour qu'il ait une alimentation saine. Chez les personnes plus âgées aussi, les vieilles, comme on le dit, ou les vieux, comme on le dit, qui ne travaillent plus ou peut-être qui sont à la retraite, il faut que la famille apporte ce soutien financier-là. C'est un volet. Parce que le traitement du diabète coûte encore cher? Bon, de plus en plus, l'État s'attelle à prendre en charge le traitement du diabète. Mais par contre, il y a certains médicaments encore qui demeurent encore chers. Oui, parce que cela est dénoncé par beaucoup de malades. Les médicaments sont encore chers, hors de portée de pas mal de gens. Le dépistage, lui, il est gratuit ou il est payant? Le dépistage, bon, gratuit parce qu'il n'est pas cher. On peut se dépister, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à moins de coût. Voilà, donc on va à l'hôpital, dans un centre de santé. Bon, je ne sais pas à combien ça coûte, mais je ne pense pas que ce soit aussi cher pour qu'on ne puisse pas le faire. Voilà. Et puis aussi, il y a des ONG aussi qui s'occupent de ça, lors des sensibilisations. Il faut que les populations viennent écouter les conférences et tout, et puis se faire dépister. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur de se faire dépister, comme tout à l'heure dans le reportage, le monsieur qui disait qu'il a peur de se faire dépister parce qu'après ça, il va mourir. Non. Quand on est diabétique, on peut se suivre pour vivre longtemps. Au contraire, quand on ne sait pas, on vient à l'hôpital avec plein de complications et là, souvent, c'est difficile de rattraper. Au stade tardif. Alors, docteur Miei, alors qu'est-ce qu'on retient donc? Bon, il faut savoir que notre ONG, nous faisons de la sensibilisation et du dépistage. Il faut savoir que le VEPS fait le dépistage gratuit. Ok, donc grâce à vous, les populations peuvent donc se faire dépister gratuitement pendant que c'est payant. Docteur Tano, oui. Alors donc qu'est-ce qu'on retient du diabète et du rôle vital donc de la famille?
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens aient peur de se faire dépister. D'accord. Voilà. Quand on est diabétique, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des traitements qui existent pour contrôler cette maladie, vivre longtemps. Et puis, il faut que les familles s'impliquent effectivement dans la prise en charge des patients. Alors, vous l'avez dit donc, il faut que la famille soit présente auprès donc, du diabétique pour l'aider à mieux se porter et à mieux gérer donc, sa maladie. Merci à vous, docteur Tano Aka Marcel. Je rappelle que vous êtes DES d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Merci infiniment d'avoir donc répondu à notre invitation. À vous également, merci docteur Miei Ange. Vous êtes médecin formateur à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Caisse nationale d'assurance maladie. D'assurance maladie, autant pour moi. Et membre de l'ONG volontaire engagée pour la promotion de la santé. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis également, téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé.